Bonjour, ici Lydia Lemieux et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la stérilisation des outils médicaux avec Elliott Rousseau. Nous allons parler de la réduflation avec Léo Girard, du projet de loi 72 avec Zachary Rivard, de la vie pendant les élections américaines avec Alex Loisel et nous allons débuter avec Elisabeth Letendre qui va nous expliquer pourquoi il y a une augmentation de la circulation de drogue à Montréal. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation de la circulation de drogue à Montréal? Oui, en effet, il y a une grosse augmentation dans la circulation de drogue à Montréal parce que les jeunes, c'est le public cible. Cependant, les vendeurs de drogue vont beaucoup s'attaquer à eux justement parce qu'ils sont beaucoup plus influençables et les jeunes n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir se procurer ces drogues-là. Les vendeurs de drogue, cependant, malheureusement, ils vont faire des mélanges de différentes substances qui va augmenter justement la dépendance, la consommation accrue. Et puis, il y a un impact. Est-ce qu'il y a un impact du manque de personnel dans les hôpitaux sur la prise en charge des surdoses? Oui, malheureusement, il y a un gros impact par rapport à ça. Les médecins, on le sait, ils en manquent de plus en plus, puis c'est de plus en plus difficile de trouver des ressources médicales et le nombre de surdoses augmente de plus en plus, ce qui fait un débalancement dans cet équilibre-là. Donc, les personnes qui vont consommer, malheureusement, vont faire de plus en plus de décès ou avoir beaucoup plus de conditions d'avoir des problèmes de santé mentale. Et est-ce que les policiers sont suffisamment préparés à comment je pourrais dire, à faire face à l'augmentation des surdoses dans les rues? Oui, effectivement. Comme Frédéric Choquet m'a expliqué, un policier de la ville de Montréal, il m'a expliqué que les policiers sont de plus en plus formés justement pour lutter contre cet événement qui arrive de plus en plus dans les années. Donc, ils traînent des seringues de naloxone, c'est un opioïde qui contre les drogues. Et donc, ça va faire l'effet inverse. Donc, on va éviter les overdoses et les overdoses mortelles. Et quelle amélioration est-ce qu'il pourra avoir dans les programmes de soutien pour les personnes dépendantes? Je pense que le mieux, ça serait vraiment d'augmenter la sensibilisation. On sait que les problèmes de nicotine ou de marijuana sont beaucoup sensibilisés, mais les problèmes de drogue plus fortes et accrues, malheureusement, ne sont pas sensibilisés et c'est dommage, mais c'est ces drogues-là qui sont de plus en plus côtoyées par les personnes. Parfait. Merci beaucoup, Elisabeth. Donc, nous enchaînons avec Elliott Rousseau qui va nous expliquer comment Jocelyn Vizina a créé un nouveau procédé de stérilisation d'outils médicaux. Bonjour Elliott. Bonjour Lydia. Est-ce que tu pourrais m'expliquer c'est quoi ce nouveau procédé-là et pourquoi est-il unique? Oui, dans le fond, Jocelyn Vizina a créé une compagnie qui s'appelle TSO3. Et le procédé de stérilisation est différent puisqu'il utilise de l'ozone pour stériliser les équipements médicaux. C'est différent parce que la manière de base, c'est de le faire avec la vapeur et il faut la chauffer jusqu'à 100 degrés Celsius. L'ozone, quant à elle, on doit juste la chauffer entre 20 et 23 degrés Celsius, ce qui facilite la stérilisation pour les équipements médicaux qui sont beaucoup plus sensibles à la chaleur. Et comment a-t-il réussi à lever assez de fonds pour développer sa nouvelle technologie? Au début, le financement allait très bien, puis après quelques années, il a dû commencer à mettre plus de machines sur le marché. Et donc, il a mis sa compagnie publique et il y a eu jusqu'à 6600 actionnaires en même temps pour financer sa compagnie. Et comment a-t-il fait pour trouver les bonnes personnes pour l'aider à développer ce produit-là? C'était dans le coin des années 2000. Alors, il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Il y a eu donc beaucoup de recherchistes qui venaient de l'Université Laval, qui venaient d'avoir leur papier. Puis, pour les microbiologistes et les physiciens, il y a eu des contacts, il y a eu des courriels, des numéros de téléphone un peu partout autour de la planète et c'est comme ça qu'ils les ont obtenus. Il est certain qu'en inventant un nouveau procédé, comme il l'a fait Jocelyn Vizina, on rencontre certains obstacles. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus à tous tes exemples? Oui, le premier obstacle qui me vient en tête, c'est le fait que les hôpitaux ne voulaient pas essayer sa machine en premier parce que c'est un risque pour la stérilisation. Si ça stérilise mal un équipement, ça peut être dangereux pour une infection pour un patient. Il y a eu aussi le problème de la crise ontarienne, de la compétition ontarienne-québécoise plutôt, parce que les Ontariens ne voulaient absolument rien savoir de leurs produits, vu qu'ils sont en compétition. Et puis, Jocelyn Vizina a quitté la compagnie en 2008 après seulement 10 ans de travail. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi? C'était le vendeur principal de la compagnie et donc il faisait le tour de la planète pour avoir d'autres contrats. Donc, mon collègue Léo Girard a rencontré Christian Hudon pour approfondir le sujet de la réduflation, un phénomène vis-à-vis lequel les commerçants ne se cachent plus. Bonjour Léo. Bonjour. Qu'est-ce que la réduflation? La réduflation, c'est un phénomène qui va permettre de réduire le poids du produit sans en changer le prix, à l'inverse de l'inflation qui en fait augmente continuellement le prix sans en changer le poids. Et depuis quand ce phénomène-là existe-t-il?
Lors de ma rencontre avec Christian Hudon, enseignant de technique de l'administration au Cégep de Jonquière, il m'a appris qu'on pouvait déjà en retrouver dès les années 1920 avec des fabricants d'ampoules qui s'étaient liés on va dire, contre les consommateurs pour vendre des ampoules qui duraient moins dans le temps. Et on en entend parler beaucoup plus dans les dernières années. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi? C'est à cause de la pandémie du coronavirus qui a fait que l'augmentation de l'inflation a été importante et très visible aussi, qui a fait qu'on a utilisé la réduflation comme solution de plus en plus présente. Et donc les fabricants l'ont utilisé de façon moins subtile et de façon plus fréquente. Et est-ce que les commerçants sont assujettis à des lois? Ils ne vont pas être réglementés, ils vont juste avoir l'obligation de marquer le nouveau poids sur le packaging du produit. Cela veut dire qu'un commerçant peut passer rapidement, comme il le souhaite, de 450 grammes à 300 grammes. Ils vont pouvoir le faire, mais ça ne va pas être la bonne solution parce qu'ils vont perdre beaucoup de clients directement. Ça va être plus progressivement qu'ils vont le faire et de façon de façon discrète. Parfait. Qu'est-ce qu'en pense Christian Hudon? Pour Christian Hudon, une réduflation qui va bien fonctionner, ça va être quand il va avoir de la perte de l'information et qui va passer aussi par le packaging et la forme et la taille du produit. Parfait. Merci beaucoup, Léo. Le projet de loi 72 fait polémique au sein de plusieurs commerçants, mais surtout au sein des restaurateurs. Mon collègue Zachary Rivard est avec moi pour en parler. Bonjour Zachary. Bonjour Lydia. Tu as rencontré un serveur qui se pose des questions justement? Oui, j'ai rencontré William Richard, un serveur du Sunset à Chicoutimi, qui est un vrai féru de restauration, qui a beaucoup d'expérience dans le milieu. Et comment réagit-il? Bien, il est un peu mitigé sur la question. William hésite là, entre un point de vue qui est plus conservateur. Il perd de l'argent avec ce projet de loi-là. Le pourboire va être nettement affecté, ce qui est son plus grand revenu. Mais d'un autre côté, il comprend aussi que les mesures abusives des commerçants sont parfois un peu trop et il comprend que le gouvernement agit de ce côté-là. Et c'est quoi le projet de loi 72? Le projet de loi 72, pour les serveurs, par exemple, sur une facture de 100 bien, actuellement, ils vont recevoir un pourboire de 17,25 pour leur facture. Avec le projet de loi, ils vont maintenant recevoir 15 puisque les taxes ne seront pas comptées sur le total du pourboire. Parfait. Et comment cela va-t-il impacter le milieu de la restauration? Bien évidemment, ils vont perdre un peu d'argent. Les serveurs vont perdre de leurs revenus, qui, comme je l'ai dit, était leur principal salaire tout au long du mois. Et le gouvernement, pourquoi il veut mettre ça en place, ce projet de loi-là? Bien, le gouvernement cherche à protéger le portefeuille des Québécoises et des Québécoises. Bien évidemment, les pratiques commerciales abusives, comme ils sont présentes dans le projet de loi, il y en a plusieurs et ils affectent tous l'argent des Québécois. Et Zachary, dis-moi, pourquoi le projet de loi, est-ce que le projet de loi touche d'autres secteurs? Bien évidemment, le projet de loi touche d'autres secteurs. Dans l'alimentation, l'agroalimentaire, le secteur est touché puisque le rabais sur l'exactitude des prix va passer de 10 à 15 avec le projet de loi. Mais il y a aussi, notamment sur le pourboire aussi, on va avoir un changement. Il n'y aura plus de qualificatif selon le pourboire. Donc, en terminant, je reçois Alex Loisel qui va nous dépeindre les habitudes des citoyens pendant les élections américaines. Bonjour Alex. Bonjour Lydia. Donc, c'est quoi le contexte en 2024 pendant les élections américaines? Donc en ce moment, on peut réaliser qu'il y a un climat très tendu et qu'on voit une séparation dans la population des États-Unis, donc un penchant républicain et un penchant démocrate. Et puis, comment les gens s'affirment-ils dans les quartiers résidentiels autour de la capitale nationale? J'ai parlé avec Julie Ballard, une diplomate aux États-Unis. Elle m'a dit que dans son quartier au Maryland, on voit beaucoup de publicité. Donc, il y a des pancartes qui disent « Allez voter Kamala »,« Allez voter Donald Trump ». On voit aussi des gens qui vont se promener avec des pancartes et aussi chaque domicile ou presque a la sienne plantée dans son terrain pour signifier « Cette maison vote pour telle personne ». On peut même voir que si on n'a pas cette pancarte-là, les gens vont nous juger quand on va sortir de nos maisons et on va venir même nous parler, nous dire quoi faire. Et puis, c'est quoi l'impact possible des élections américaines? Donc, nous, l'an prochain, au Canada, il va y avoir des élections fédérales et dépendamment du candidat qui va être choisi aux États-Unis, il se peut qu'il y ait
des problèmes avec les liens qui vont être faits avec le prochain premier ministre. Donc, exemple, Pierre Poilievre ou Justin Trudeau ou Jack Metzing. Parfait. Et puis, c'est quoi les répercussions qu'il peut avoir sur les Canadiens qui vivent, eux, aux États-Unis? Malheureusement, les Canadiens, la plupart, vont être touchés par l'économie et aussi vont voir leurs droits de façon comme implicite. Ils vont voir leurs droits, donc les droits des femmes, les droits des enfants, les droits des minorités comme la communauté LGBTQ+, qui vont être enlevés doucement, mais tragiquement. Parfait. Merci beaucoup, Alex. Donc, c'est ce qui termine pour aujourd'hui notre émission Sur le plateau. Merci beaucoup à nos 5 journalistes, Elisabeth Letendre, Elliot Rousseau, Léo Girard, Zachary Rivard ainsi qu'Alex Loisel. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve pour une prochaine chronique à votre émission Sur le plateau.